Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines, mais pas comme d'habitude. On ne va pas parler d'outils ni de process à rallonge, on va parler de circulation. Et oui, c'est un nouveau prisme pour parler des ressources humaines. Parce que, à mon avis, en tout cas, une entreprise, en réalité, ça fonctionne comme une ville. Je suis Corinne Diemânche, je me présente très rapidement. Je suis consultante en engagement, fidélisation et productivité des collaborateurs et je suis également la fondatrice de Plume Biz. Alors, Plume Biz, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines. Moi-même, donc vous l'avez compris, je suis consultante en ressources humaines. Et aujourd'hui, je mets mes 20 ans, mais un peu plus de 20 ans d'expérience en RH au service de mes clients qui sont essentiellement des dirigeants et des équipes RH de PME, mais également du monde public qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de performance durable et s'appuyer sur le capital humain pour s'inscrire dans cette démarche. Et j'accompagne mes clients pour structurer leurs ressources humaines, mais également sécuriser leurs pratiques et engager durablement les personnels avec des solutions concrètes, pragmatiques, parce que je suis quelqu'un qui a horreur du gâchis, et surtout des solutions qui sont directement actionnables et j'interviens selon les besoins de mes clients, soit ponctuellement pour débloquer des situations. J'appelle ça il y a le feu. Donc, quand j'interviens, quand il y a le feu, mais également en mode projet pour structurer durablement les ressources humaines ou carrément en externalisation. Et là, je deviens un petit peu comme un vrai DRH, mais aux côtés de mes clients. Et là, ça s'inscrit sur plusieurs mois ou quelques années. Euh, donc, je vais vous demander, avant de démarrer, si vous pouviez me mettre dans le chat la raison ou les raisons pour lesquelles vous rejoignez notre webinaire aujourd'hui, ce que vous attendez de moi, quel est votre rôle. C'est pas une curiosité pure et dure, c'est vraiment pour que j'oriente aussi mieux au final mes réponses et que je puisse vous répondre à vos enjeux, à vos attentes. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez évidemment, répondre dans le chat. Je regarderai au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser vos questions. Les questions, j'y répondrai peut-être plutôt après avoir déroulé le webinaire, parce que peut-être que en fait, dans ce que je vais vous dire, peut-être que je vous aurai déjà apporté des réponses. Et vous allez le voir, j'ai essayé, en tout cas, maintenant j'essaye d'avoir des webinaires qui sont un petit peu plus ludiques. Il y a toujours aussi une partie sondage, mais j'ajoute dans mes webinaires des exercices collectifs. Alors c'est dommage parce que moi je ne vous vois pas, mais en tout cas j'essaie de vous faire participer, prendre vraiment part à ce que je peux vous raconter. Et donc, merci à ceux et celles qui répondent dans le chat. Vous avez plusieurs boutons aussi de call to action là sur votre interface. Vous avez un bouton pour, et vous le comprendrez tout à l'heure, pour me demander de vous recontacter à l'issue du webinaire. Donc n'hésitez pas, si ce que je vous raconte vous parle, n'hésitez surtout pas à l'activer. Je vous recontacterai soit dans l'après-midi, soit au plus tard en début de semaine prochaine. Vous avez également la possibilité de télécharger la présentation et du coup, j'y pense là tout de suite. J'avais oublié de cliquer sur un autre bouton qui vous permet de télécharger directement aussi la présentation. Donc, j'avance sur mon sujet. Il y a quelques mois, je suis restée bloquée avec ma famille dans un embouteillage. C'était en février, là, retour des vacances, sur l'autoroute. Oh, vous me direz, ok, elle est gentille, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Je suis d'accord, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais personne n'avançait, personne ne comprenait pourquoi. Vous savez, là, vous êtes là, vous attendez, enfin bref. Et je me suis dit, mais en fait, ces embouteillages, c'est exactement ce qui se passe dans nos entreprises. Et pourquoi j'en suis arrivée à cette réflexion? Eh bien, finalement, c'est tout simple. C'est parce que souvent dans les entreprises,
on est coincé dans un bouchon, puis on attend que ça se passe, et puis rien ne se passe, et puis on s'enlise. Et soit il y en a qui prennent les petites routes et puis qui sortent du bouchon et qui prennent donc une traverse. Et donc ce sont les talents qui finalement quittent le navire. Il y en a qui restent et qui attendent et puis finalement qui ronflouillent tranquillement. C'est ce que l'on peut voir dans les entreprises aussi avec le quiet quitting. Et quand je dis entreprise, je parle de toutes les organisations. Hier et avant-hier, j'étais sur un salon, sur le salon Solutions RH, la porte de Versailles, et j'ai une collectivité territoriale qui est venue me voir pour savoir si je pouvais faire quelque chose pour eux. En fait, la DRH s'est rendue compte, était dans une collectivité territoriale précédemment, elle avait mis en place plein de choses, ça se marchait très très bien, et en fait, elle a été élue dans une autre collectivité territoriale, et là, elle se retrouve à la tête d'une équipe RH où ça ronfle. Ça ronronne. Bon, on le dit comme on veut, mais en tout cas, ça marche pas comme sur des roulettes. Et du coup, en fait, elle m'a demandé si je pouvais faire un audit RH, un audit des pratiques RH et des comportements de l'équipe RH. Alors, évidemment, c'est quelque chose que je fais, mais en fait, c'est vraiment, voilà, quelle que soit l'organisation, vous vous retrouvez parfois dans des organisations où on est dans l'attente d'un truc qui se passe, et puis rien ne se passe. Et donc, c'est vraiment cette corrélation qui m'est venue à la tête quand j'étais dans ce bouchon. Alors, pour démarrer, ça fait plusieurs fois que j'appuie, mais que ça veut pas avancer. Alors, Cyrine, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé un autre bouton pour que ça puisse avancer. Donc, je vais déjà vous poser une question, donc un petit sondage rapidement. Vous avez sur l'interface, donc un bouton call to action, sondage, que vous pouvez, à partir duquel vous allez pouvoir répondre au sondage. Donc, j'ouvre les votes et ma question, en fait, c'est dans votre organisation aujourd'hui, est-ce que ça bouchonne? Est-ce que ça circule, mais difficilement? Ou est-ce que c'est fluide? Parce que finalement, soyons honnêtes, si votre organisation était une ville, vous seriez plutôt périphérique parisien ou lyonnais, parce que ça aussi, il est pas mal. Et puis, je sais qu'à Bordeaux, c'est bien aussi. Est-ce que c'est plutôt périphérique d'une métropole, on va dire, ou une grande agglomération à 18 heures? À 8h30, c'est bien aussi. Ou est-ce que c'est plutôt petite route de campagne? C'est fluide, c'est aéré, c'est agréable. Et on prend du plaisir finalement à être dans sa voiture pour aller jusqu'à son point de travail. C'est quelque chose qui est intéressant, en fait, déjà, de se poser comme question, parce que ce ressenti que vous avez est un indicateur clé. Et si je ferme les votes, vous allez voir que aucun d'entre vous n'a répondu que dans l'entreprise, c'est fluide. Soit ça bouchonne à 60%, soit ça circule, mais difficilement à 40% d'entre vous. Enfin, ça pose quand même question. Alors, même chose. Hop. Excusez-moi, j'essaie d'avancer. Ça veut pas. Cyrine, alors c'est notre personne de Webikeo qui nous accompagne aujourd'hui sur le webinaire. Et Cyrine, j'ai un problème avec le fait d'avancer les slides. Donc là, j'ai réussi en coupant toutes mes fenêtres, mais si tu pouvais voir ce qui se passe pour me simplifier la vie et surtout que ce soit agréable et fluide pour nos participants. Merci beaucoup. Et donc, j'avance sur mon sujet. Et excusez-moi pour cette petite coupure. On dit souvent que les collaborateurs manquent d'engagement. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'entends très souvent chez mes clients. Moi, en fait, je crois qu'il y a autre chose. Je crois que les collaborateurs sont souvent coincés dans des embouteillages invisibles. Ce que j'observe, vous devez aussi, j'imagine, l'observer, c'est la fatigue collective. Peut-être que vous le ressentez aussi, cette espèce de fatigue, de surcharge mentale, de perte de sens de ce que l'on fait au quotidien. Pas la perte de sens dans la vie en général, pas philosophique, mais au quotidien, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je fais dans cette organisation qui mérite vraiment une attention? Pourquoi mon rôle est important? Parce que le rôle de tout le monde dans une entreprise est clé. On est tous les maillons d'une dynamique,
d'une dynamique collective, que ce soit dans le monde public, que ce soit dans le monde privé. Et alors, ce que je vois aujourd'hui dans les entreprises, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de circulation. On le voit dans les 60% de ça bouchonne. Les équipes ne sont pas démotivées. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Elles sont épuisées de devoir contourner des obstacles invisibles. C'est franchement pénible de toujours devoir se justifier ou devoir contourner des obstacles finalement. Je vous ai partagé ici quelques chiffres. D'ailleurs, j'en ai vu un très intéressant hier matin. Euh, j'ai vu une étude AXA qui est sortie là tout début 2026, donc très très récente, sur les chiffres, le taux d'absentéisme 2025. Le taux d'absentéisme dans les organisations a augmenté de 5%. Il était déjà quand même assez important. Et là, ce taux a augmenté de 5% dans les organisations. Et vous savez pourquoi? Donc c'est une étude AXA qui a fait ça hein, sur un énorme panel de témoins, donc de personnes actives. Eh bien, en fait, c'est la santé mentale qui est mise en cause dans cette augmentation de 5%. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est parce qu'il faisait un parallèle aussi avec ce qui se débat au niveau du gouvernement actuellement sur le fait que les entreprises vont ou pourront ou pourraient mandater des médecins d'entreprise pour aller contrôler la véracité du besoin de ces arrêts maladie. Ça, c'est une actualité d'hier. Hein. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce parallèle, en fait, ce taux d'absentéisme qui monte fortement, ce problème de santé mentale qui est incriminé, et puis à côté, on veut que les employeurs, finalement, prennent la responsabilité ou la déportent sur un médecin d'entreprise pour aller contrôler la véracité de ces besoins d'arrêt. Et donc, dans mes chiffres, en fait, euh, aujourd'hui, 58% des employés disent perdre du temps dans des processus inutiles. Oh, ouais, c'est épuisant, c'est pénible, quoi. C'est plus de la moitié des employés qui disent ah, je passe du temps dans des processus absolument inutiles. 30% des employés, quelle que soit l'organisation, se désengagent quand ils ressentent un flou de directives, un flou organisationnel, un flou de responsabilité, etc., etc. Et un départ sur deux est dû à une mauvaise expérience collaborateur. Alors, depuis plusieurs années, moi, j'accompagne, hein, comme je vous l'ai dit au début, des dirigeants, des RH, mais aussi des managers. Et à chaque fois, j'entends la même chose. Ah, je comprends pas, Corinne. Ils étaient motivés au début quand ils sont arrivés. Et à chaque fois, je retrouve les mêmes bouchons dès l'onboarding, voire dès avant l'onboarding. Et c'est souvent des problèmes de, de clarté des informations, de clarté des processus, par exemple d'intégration. Et d'ailleurs, c'est en juin, j'ai prévu un webinaire sur l'onboarding. Et tout ça, en fait, c'est un tout et c'est extrêmement important. Et si, la question que je me suis posée, et si le problème, finalement, c'était pas les personnes qui sont souvent incriminées, mais les routes dans l'entreprise. Parce qu'on a vraiment souvent et pendant longtemps cru que le problème venait des collaborateurs, du manque d'engagement, du manque d'implication, et donc ça a créé un problème de performance parce que les satanés collaborateurs n'étaient pas productifs. Si en réalité on renversait le problème et qu'on se disait qu'est-ce qui, dans l'organisation, fait que ça ne fonctionne pas comme ça le pourrait. Par exemple, trop de réunions, trop d'informations, pas de clarté, des décisions lentes, etc., etc. Tout ça, c'est très, très frustrant. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très frustrant. Vous connaissez, j'en suis certaine, cette sensation quand vous passez votre journée à courir dans l'entreprise, à faire 50 choses. D'abord, à la fin de la journée,
j'ai été utile à quoi? Mais est-ce que j'ai rempli? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais faire? Et en fait, vous avez cette affreuse impression que vous n'avez pas avancé. Vous savez, cette sensation, vous recevez des informations de tous les côtés, mais c'est pas les bonnes informations qui vous permettraient d'avancer. Et quand vous attendez une décision, mais cette décision, elle vient pas. Tout le monde se cache. J'ai même des clients qui, vous pouvez les bombarder d'emails, de SMS, les appels, tout ça. Ils ne répondent jamais parce qu'ils attendent toujours que ce soit un autre qui prenne la décision. Mais c'est exaspérant. Et ce n'est pas un problème de personne ou de motivation. C'est un problème d'organisation. Et c'est ce que l'on va voir. Et on va essayer de comprendre et de voir comment on peut résoudre finalement résoudre, ou en tout cas pallier à cette situation. Dans une ville, ce ne sont pas les bâtiments qui créent la fluidité, ce sont les routes, les panneaux, les règles de circulation. Une entreprise, comme je vous l'ai noté là, pardon, j'ai oublié d'avancer sur la slide. Hop, j'ai vraiment un problème. Ouais, c'est bon. Dans une ville, ce ne sont pas donc les bâtiments, comme je vous l'ai dit, qui créent cette fluidité. Hein, ce sont vraiment c'est la signalétique et la fluidité de la circulation. Ben, en entreprise, je vous l'ai dit, c'est pareil. Une entreprise, c'est une ville vivante. Une mauvaise ville, entre guillemets, ben, on va y vivre des embouteillages, du stress brutal, des micro-stress agaçants qui deviennent ultra polluants à terme. Il va y avoir des accidents, contrairement à une bonne ville où là, ça va circuler, on va comprendre les panneaux d'affichage, on va respirer, on va avoir envie de se promener, etc., etc. J'appelle ce concept que je vous ai développé précédemment le néo-urbanisme RH. Donc moi, j'ai travaillé pour une société dans le néo-urbanisme. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ça fait vraiment néo-urbanisme RH. Donc ce concept de nouvelle ville qui soit respirable et agréable à vivre en collectif. Et donc, ça pour moi, c'est changer de regard. On ne gère plus seulement des produits, des services, des valeurs économiques, des personnes, mais on va organiser des flux circulants pour permettre une meilleure information, des décisions plus rapides, plus souples, plus collégiales, que les talents se sentent à la fois reconnus, appréciés pour l'énergie qu'ils mettent à développer un projet commun, qui adhèrent à une vision, qui font progresser finalement le collectif. Et en fait, tout ça, ce n'est que toujours avec des petits guillemets, ce n'est que l'énergie que les actifs vont mettre dans le collectif qui va faire progresser l'entreprise. Et donc là, on retombe sur ce qui est connu, j'imagine, de vous tous, et surtout de ces zones de bouchons que l'on voit et que l'on vit souvent dans les entreprises. Où est-ce que ça coince? Ça coince souvent à cause ou via les processus que l'on ne comprend pas, qui sont trop compliqués, que l'on n'a pas expliqué, que l'on a oublié. La communication qui manque de clarté, voire qui est inexistante, qui n'est pas transparente, que les gens ne comprennent pas. Le management qui est parfois défaillant ou déficient, des managers non formés. Le management, c'est pas inné. Il faut l'accompagner. Il faut faire grandir les personnes. Aujourd'hui, les managers ne sont plus des opérationnels. Vous savez, les super opérationnels que l'on admire. Ouais, celui-là est super bon en tech. Allez, on va le mettre manager d'une équipe. Oui, c'est bien, mais ça peut être une bonne récompense si elle est souhaitée. Mais en attendant, quelqu'un qui est un bon opérationnel ne sera pas forcément un bon manager. Il n'aura pas forcément les bons réflexes, il n'aura pas forcément les pratiques requises. Et puis aujourd'hui, un manager, il doit développer les compétences de ses collaborateurs. Il doit être porteur du message de l'entreprise. Donc aujourd'hui, un manager accompli,
qui réussit et qui aime son métier de manager est beaucoup plus large que un bon opérationnel, un bon technicien. Évidemment, donc il y a tout ce dont on parle là, autour des décisions, des prises de décision rapides, fluides, etc., collégiales, parce que clair, partager une décision, c'est bien. Donner, voilà, on décide de ça, très bien. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est compris? Euh, et qu'est-ce qu'on en fait derrière quand on hérite d'une décision? Le travail en silo, que l'on essaye de plus en plus dans les entreprises de casser, on essaye de casser ces silos, mais c'est difficile et la tendance humaine va à travailler en silo. Et en fait, quand ces flux sont bloqués, les bouchons qu'ils créent vont coûter très cher à l'entreprise. Du temps, de l'énergie, de l'engagement, du turnover, etc., etc. Et tous ces bouchons, tous ces coûts, ils ne sont pas visibles dans les tableaux Excel. Vous savez, les reporting, quand on vous demande de faire des reportings de ceci, des reportings de ça, on n'a jamais l'évaluation du coût de ces bouchons ou de ces blocages dans l'entreprise. Il faut donc rechercher les phénomènes de zones de blocage et leur origine. Donc, en fait, c'est un job d'enquêteur. Moi, j'adore faire ça dans les entreprises parce que c'est vraiment révélateur et je vous promets, c'est vraiment des, euh, des mines d'or pour créer des failles dans ces bouchons qui vont derrière amener de l'énergie, du flux circulant, de l'air, et du coup faire repartir dans une bonne dynamique l'ensemble du collectif. Premier petit exercice collectif, donc express, hein, que je vous propose. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas si ce que vous allez faire. Moi, je vous pose une question. Où perdez-vous le plus de temps aujourd'hui? Réfléchissez à cette question. Où est-ce que vous perdez aujourd'hui le plus de temps? Dans quelle tâche? Attendre une réponse. Il y a plein de choses. Partagez votre idée, vraiment ce qui vous vient à la tête dans le chat. Mais rapidement, c'est votre première intention qui est intéressante. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est que plus c'est quelque chose est compliqué, plus ça fatigue, plus on va se démotiver tout seul. Au contraire, plus c'est fluide, plus les gens vont s'engager naturellement dans un principe de dynamique. Ah oui, merci Christelle, la gestion des emails. Oh, c'est une tannée ce truc-là. Le dysfonctionnement des outils. Merci beaucoup, merci Pascal. Merci pour vos réponses. Mais c'est vrai que tout ça, là, tout ce que vous me dites, après ce processus administratif, la lecture et la réponse aux emails, mais oui, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement. Et c'est vrai que tout ça, finalement, c'est ce que moi j'appelle les micro-stress, les trucs qui vont venir vous polluer, vous agacer, et au final, vous êtes épuisé. Mais c'est dommage, prise de décision à Laurie qui me dit l'attente de l'aval de la direction. C'est super agaçant. Enfin, ça, je l'ai vécu aussi, hein. Moi, j'ai eu 2 sociétés avant d'avoir Plumenbiz. J'ai été salariée, j'ai eu des doubles casquettes en start-up, en grand groupe. Mais c'est vrai que, c'est tout ce que vous me dites là, mais ça me rappelle des choses, mais j'en ai des frissons parce que je le vis et c'est vrai que c'est super agaçant. Trop de tâches encore non automatisées. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses qui sont automatisables assez simplement en plus. Et donc, j'avance sur mon sujet. En fait, l'idée, c'est, voilà, quel est le point de friction numéro un dans l'organisation? Ou quels sont les points de friction numéro un dans l'organisation? C'est là que se cachent les plus gros leviers de performance. Donc, quand on a identifié ça, après, ben, il faut savoir comment j'essaye à mon niveau ou à un niveau collectif de résoudre finalement, d'aller chercher comment je fluidifie, comment j'améliore ce qui me pèse le plus. Donc ça, c'est déjà très bien d'avoir identifié les choses qui vous pèsent le plus. Moi, j'ai identifié 5 grandes routes. Alors, je descends pas dans des choses peut-être aussi pointues que ça, mais il y a plein d'activités, d'actions à faire sur les points que vous avez cités là. Donc, si je repars plus macroscopique, pardon, j'appelle ça les routes RH essentielles.
J'en ai identifié 5. Et elles sont, ces 5 routes, identiques dans toutes les organisations. Vous avez l'onboarding, qui coince à plein de niveaux. La communication, qui coince elle aussi à plein de niveaux. Feedback. Alors, il y en a feedback positif, feedback négatif, feedback machin. Non, un feedback, il doit être constructif. D'abord, il n'y a pas de feedback qui doit exister, qui soit négatif. Le feedback, il doit être constructif. Même si on est mécontent. Il faut dire, hein, quand on est manager ou collaborateur, il faut dire quand on n'est pas content, mais il faut vraiment repartir du sentiment que l'on a ressenti dans une situation factuelle. Pourquoi j'ai ressenti ça dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça a amené et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation-là? Alors tout à l'heure, je sais plus si c'était Pascal ou qui nous est, je peux pas ouvrir la chatbox en même temps que je vous présente les slides, sinon je vois plus les slides. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les chats. Mais tout à l'heure, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit l'attente de l'aval de la direction. Eh bien, ça, en tant que collaborateur, ça mérite aussi un feedback à la direction. Alors, je ne sais pas qui de la direction, ou que l'on soit manager, dirigeant ou collaborateur, le feedback, ça va dans tous les sens. Et moi, ce que j'observe, c'est que très souvent, dans les entreprises, soit c'est le manager qui fait du feedback à son collaborateur, soit c'est au CODIR, on se fait des feedbacks qui sont pas forcément constructifs d'ailleurs, et où on n'en sort pas avec des solutions. J'observe beaucoup moins des collaborateurs qui ont la chance de pouvoir prendre du temps pour faire du feedback à leur manager ou à la direction, dans le cadre de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est super important. Et là, en l'occurrence, moi, j'aurais tendance à dire, en tant que collaborateur ou collaboratrice, il faut pouvoir prendre, même à la machine à café, hein, c'est pas grave, hein, machine à café ou machine à thé ou bro à eau, peu importe, hein, au robinet, peu importe. Prendre le temps de dire voilà, quand moi j'ai pas l'aval de la direction, ça me fait prendre du retard. Donc du coup, ça crée ça, c'est hyper frustrant pour moi, mais au-delà d'être frustrant pour moi, ça crée tel et tel et tel point négatif pour l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je dis pas que la solution elle est simple, mais c'est pas celui qui fait le feedback d'apporter la solution. Il peut proposer des solutions. Peut-être une, peut-être des, il peut proposer. Mais c'est ensemble qu'il faut trouver comment on s'organise pour fluidifier en fait cette situation qui est bloquante, ce bouchon finalement. Donc, dans mes 5 routes, il y a également la mobilité. Et puis, il y a l'offboarding. Et vraiment, ces 5 routes, si vous deviez améliorer 5 choses dans l'entreprise, ce serait de travailler sur ces 5 aspects. Je passe sur la première route, l'onboarding. Imaginez quelqu'un qui arrive dans votre entreprise motivé, engagé, parce qu'en règle générale, c'est ça, hein, quand on arrive dans une organisation, dans une nouvelle organisation, on est hyper motivé, hyper engagé, content, on est hyper dynamique. Et dès la première semaine, ben, on lui explique pas vraiment les règles. La RH fait son job, hein. La RH va expliquer, voilà, par exemple, voilà le SIRH, voilà comment ça marche, voilà ta carte resto, voilà ton machin, voilà la mutuelle, machin. Ok, très bien. Le manager, il l'accueille, ok. Mais on lui explique pas vraiment les règles. Les infos sont floues. Les décisions prennent du temps. La personne ne se sent pas forcément encadrée. Souvent, je vois, l'ordinateur n'est pas prêt. Ou alors, si, je pense à un cas il n'y a pas très longtemps, l'ordinateur était prêt. Mais alors, c'était un bousin pas possible, rien ne marchait. C'était pour un informaticien. Et en fait, on lui avait donné un vieux laptop qui était complètement obsolète par rapport aux besoins du collaborateur. Et tout ça, ça
amène la personne à se désengager. 3 mois plus tard, ce n'est plus la même personne, pas parce qu'elle a changé elle-même, mais parce que le système l'a fatiguée. Un onboarding raté, c'est comme arriver dans une ville sans panneau. On se perd et on se fatigue dès le départ et on n'a qu'une idée, c'est d'en sortir et de partir et d'aller voir ailleurs si la ville suivante, vous savez, c'est en tourisme, vous arrivez dans une ville, vous comprenez rien. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est vrai que quand on comprend rien aux panneaux, que c'est dans une langue étrangère, en cyrillique ou je sais pas quoi. Moi, je sais pas écrire en cyrillique. Mais, des fois, on est là, on se dit, enfin, ça va être compliqué, quoi. Donc, tout de suite, en fait, quand l'onboarding n'est pas au top, n'est pas vraiment organisé de manière hyper pertinente, eh ben, on se fatigue. Et donc déjà, là, l'organisation, l'entreprise, je dirais, acquiert de mauvais points. On peut pas tout mettre sur le dos du collaborateur. Les torts sont toujours, toujours, toujours partagés. La communication, finalement, communication interne, l'information, c'est notre réseau routier d'entreprise. Si elle ne circule pas, eh bien, tout s'arrête. Les informations peuvent être perdues, méconnues, non lues, non entendues. S'il y en a trop, c'est comme s'il n'y en a pas assez. En fait, la communication n'est pas pertinente. Et la clarté et l'accessibilité des informations, c'est là-dessus que l'on doit travailler en termes de communication interne. Évidemment, la communication interne, c'est pas la communication externe. Ce ne sont ni les mêmes outils, donc les mêmes canaux de communication, ni la même façon, donc le même verbiage d'expression. On arrive à notre feedback et à ce que l'on appelle la reconnaissance. C'est pas se brosser dans le sens du poil, c'est pas se faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir. Et quand je parle de reconnaissance, c'est pas non plus dire tous les jours ah c'est bien hein, ce que tu as fait, ah bravo. Hein. Non non, il faut que ce soit motivé par quelque chose de réel. La reconnaissance, c'est pas non plus forcément donner de l'argent. Je ne parle pas forcément de finance. Il y a plein de façons de reconnaître la contribution des collaborateurs aux performances collectives ou à l'implication dans le collectif. Et donc, les feedbacks font partie également de cette reconnaissance. Donner des feedbacks constructifs, c'est prendre le temps et le soin de ses collaborateurs, de ses collègues, pour leur dire que ce qu'ils font ont contribué de telle ou telle manière au collectif. C'est faire grandir tout le monde, c'est développer les compétences collectives. Au contraire, le silence, c'est créer un doute. Si on ne dit rien, que ce soit bien ou pas bien, si on ne dit rien, on laisse planer le doute. Finalement, ça peut être inquiétant, ça peut être déroutant, ça peut être énervant. Donc ça va créer des émotions qui vont agiter nos biais cognitifs parce qu'on va se faire des histoires dans nos têtes. Et donc, on n'aura que des choses négatives qui en sortiront. Donc, moi, je suis pour la communication, pour les feedbacks constructifs. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des RH qui vous disent le contraire. Et je pense qu'en tant qu'humain aussi, je pense que c'est assez normal. Le feedback, c'est pas, hein, je vous l'ai dit, se brosser dans le sens du poil ou se mettre de la pommade à reluire. C'est vraiment chercher à progresser ensemble. Il faut être ouvert, mais s'inscrire dans une démarche de progrès. Et plus on aura de feedback constructif, avec des solutions à la clé ou de la reconnaissance à la clé, plus on va engager ses collègues ou ses collaborateurs quand on est manager. J'en arrive à la 4e route, la mobilité interne. Souvent, moi, ce que je constate dans les entreprises, c'est qu'on ne propose pas de mobilité interne.
Et là, ça amène à des questionnements sur pourquoi il y a eu tel poste ouvert, pourquoi on ne l'a pas proposé en interne. Pourquoi, même sur des toutes petites structures, hein, moi, ça m'aurait plu de faire ça. Je suis déçue. Donc là, si on ne propose pas de mobilité interne ou que l'on n'informe pas, donc on en remonte, c'est lié aussi donc à la communication finalement, on va provoquer de la frustration et donc des situations de blocage. C'est pas toujours faisable hein, de proposer de la mobilité interne, mais ne serait-ce que de dire voilà, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Écoutez, on va prendre d'abord, on avait la paye, elle était gérée en externe parce que en fait, l'assistante RH, c'est pas une gestionnaire de paye. La paye, c'est quelque chose de très très particulier. Donc, on va maintenant internaliser la paye. Donc, on va ouvrir la paye à l'interne. Ne serait-ce que de dire à, à une équipe où on n'a pas, ou à une équipe, dans une organisation où il n'y a pas la compétence gestion de la paye. Je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. Pas de compétence gestion de la paye dans l'entreprise. C'est pas grave, mais on annonce à tous les collaborateurs qu'il va y avoir ce poste qui va s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va dire ah moi j'aimerais bien faire de la gestion de la paye. Ça veut dire simplement qu'on communique dans la transparence qu'il va y avoir une ouverture de poste. Et si par hasard il y a quelqu'un qui veut faire de la gestion de la paye parce que dans l'équipe il y a quelqu'un qui a cette compétence-là, eh ben tant mieux. La personne peut se positionner. Je vois aussi dans des entreprises, ah ben non, parce que s'il y en a un qui se positionne sur le poste de manager, de je ne sais quoi, et qu'on lui dit non, en fait, il va vouloir aller voir ailleurs, ça va l'énerver, ça va l'agacer, il va falloir que je me justifie, et j'ai pas envie de me justifier. C'est un manque de transparence, c'est aussi un manque de vision. Si un candidat interne se propose pour un poste, d'abord, il a peut-être de bonnes raisons. Et en effet, il a peut-être pas le bon profil qui convient, mais on sait toujours pourquoi il convient pas. Ne serait-ce que lui dire, ouais, mais attends, si tu deviens gestionnaire de paye, ça va me poser des problèmes dans ton poste actuel. Ça veut dire qu'il va falloir que je recrute quelqu'un à ton poste actuel, monter en compétences, etc., etc. Donc, il faut vraiment euh, avoir conscience du pourquoi on ouvre le poste. Ça demande toute une réflexion. Pourquoi c'est un exemple hein, que je vous donne là, hein. Mais avoir la conscience et préparer déjà toutes les billes pour, j'allais dire justifier, mais c'est pas le bon mot, pour être conscient du pourquoi on ouvre ce poste et pourquoi en fait on le propose à l'extérieur et pas à l'interne. Et si on le propose à l'interne, pourquoi on peut éventuellement refuser des gens. On n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Et se justifier, ce n'est pas gênant. Ça ne doit pas être gênant du tout. La mobilité interne, ça peut être en montée en strate managériale, ça peut être changer de fonction également donc en transverse, ça peut être aller en province, ça peut être aller à l'étranger. Enfin, c'est la mobilité interne est très 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 variée. On peut aussi avoir de la mobilité interne en proposant à des aux plus seniors de devenir des mentors. Donc ajouter et décharger le senior sur une partie de son activité et faire monter d'autres en compétences et l'accompagner en fait vers un autre rôle qui va être plutôt tourné monter en compétences, développement des compétences en interne. Tout ça, ce ne sont que des exemples, hein. Il faut vraiment réfléchir en fonction de vos situations à vous en, en tant qu'organisation. Enfin, la cinquième route, c'est tout ce qui est off-boarding. Et l'off-boarding aussi, c'est quelque chose qui est rarement bien travaillé dans les organisations. Alors j'ai mis les départs subis en rouge parce que le départ est subi soit par l'employé, soit par l'employeur. Dans le cadre d'une démission, l'employeur subit ce départ. Le départ, il doit pas être mal vécu. Et souvent, que ce soit par l'un ou par l'autre, le départ est mal vécu et il y a forcément une résonance nuisible sur le reste des équipes
sur à la performance même de l'organisation. Les gens parfois se désengagent, il y a plein de rumeurs qui se mettent à circuler. C'est pas facile. Un départ n'est jamais facile à gérer. C'est pour ça qu'il faut structurer. Quand on est RH, il faut prévoir une structuration de la gestion des départs. C'est un peu comme un accident sur l'autoroute. Si c'est mal géré, mais ça crée des heures et des heures et des heures de bouchons et c'est très troublant et ça peut blesser vraiment pour longtemps une organisation. Donc, travailler sur l'offboarding, sur les départs, c'est quelque chose de super important. Et vraiment, le rôle des RH est extrêmement important, mais pas que des RH, pas que des RH. Les managers sont au centre des 5 routes que je vous ai citées précédemment et les directions ou les directions des organisations sont elles aussi complètement clés dans la gestion de ces 5 routes. Évidemment, ces 5 routes, il faut qu'elles soient soignées, qu'elles soient entretenues dans la durée. Donc, c'est un petit peu quand on est un RH, quand on est dans le service RH, quand on est un manager, quand on est à la direction d'une organisation, on fait aussi partie de l'équipe voirie. Et c'est vraiment important d'endosser cette casquette, notamment avec la gestion des panneaux RH, des panneaux de signalisation RH, hein, si je continue ma métaphore dans mon urbanisation RH. Par exemple, il faut que les rôles soient clairs. Ça, c'est quelque chose que je vois trop souvent dans les organisations. Les rôles ne sont pas clairs. Il peut y avoir des fiches de poste, hein, il peut y avoir des fiches de métier, mais ça ne veut pas dire que les gens, les collaborateurs aient conscience de leur rôle. Pour qu'ils aient conscience de leur rôle, il faut que ces fiches de poste et ces fiches métiers deviennent vraiment des outils de management. Les règles doivent être simples pour être intelligibles et applicables. Les règles doivent être simples. Elles doivent être connues, diffusées. Par exemple, dans la communication interne, on peut mettre via les chartes, via des manuels, même via le règlement intérieur. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être plus de 50, d'attendre que le règlement intérieur soit une obligation réglementaire pour le mettre en place. On peut déjà en mettre un avec les règles simples de la vie dans l'entreprise. C'est quelque chose, dès qu'on a un CSE, évidemment, il faut consulter le CSE, consulter, en tout cas, le mettre au courant de ce que l'on veut faire, voir, et si on travaille de manière intelligente avec les élus, ils peuvent rebondir et puis proposer aussi des idées pour travailler justement cette communication interne et être les haut-parleurs de la diffusion de ces règles. Il faut que les décisions soient lisibles, soient intelligibles. Il faut qu'il y ait moins d'ambiguïté pour qu'il y ait plus d'autonomie. Quand il y a plus d'autonomie, il y a plus d'engagement. Et au final, c'est bénéfique pour l'organisation parce que l'organisation sera plus performante et tout le monde, tous les actifs de l'entreprise finalement seront acteurs de la réussite du collectif. Outre la signalisation, il y a ce que moi j'appelle les péages invisibles. Oh, vous savez, les réunions inutiles, les flous décisionnels ou les non-décisions, les sursollicitations, vous avez parlé de la gestion des emails, le manque de reconnaissance. Tout ça, pour moi, ce sont des péages invisibles, des petites choses qu'on accepte, parce qu'on n'a pas le choix, mais qui coûtent énormément en temps, en énergie, en engagement. Enfin, vous l'avez dit vous-même, hein, ce sont des polluants. Moi, j'appelle ça les micro-stress qui viennent nous titiller tous les jours. Et puis au bout d'un moment, ça gratte. Et puis une fois que ça a gratté, ça devient une espèce de dermite. Et c'est vraiment le truc qui, à long terme, devient moi je dis ça s'accumule, ça s'accumule et ça s'amoncelle. Alors je dis ça s'accumule. Ce sont des trucs qui sont vraiment très très pénibles dans la vie quotidienne et ce sont les coûts cachés de l'organisation et ces coûts cachés sont vraiment importants.
On va faire un deuxième petit exercice. Vous l'avez compris, hein, c'est pas des trucs extrêmement compliqués. Mais si je vous demande quel est votre péage invisible numéro un, si vous deviez supprimer une chose demain dans votre ennemi numéro un. Donc, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de la gestion des emails. Si je reviens au chat de tout à l'heure, euh, bah, je vois process administratif, les emails, dysfonctionnement d'outils, trop de tâches non encore automatisées, pardon. Si vous aviez quelque chose que vous pouviez, avec votre baguette magique, je vous donne une baguette magique, si vous pouviez supprimer quelque chose à votre ennemi numéro un, qu'est-ce que ce serait? Partagez-le nous dans le chat. J'ai réaffiché le chat pour pouvoir regarder vos réponses. Qu'est-ce que ce serait? Moi, personnellement, ce serait la non-réponse de mes clients quand je leur envoie une demande, une question, et qu'ils me répondent pas. Mais alors là, j'ai pas encore la solution pour qu'ils me répondent, hein, je vous l'avoue. Mais en fait, quand vous savez, quand on me dit que quelque chose est super urgent, qu'il faut absolument que je réponde à telle chose, je réponds à la chose. Et là, on me répond pas, on me dit pas bien reçu, mis en œuvre, ou on me dit pas un truc, on me répond pas. Et ça, c'est extrêmement frustrant quand on est externe, quand on est consultant dans ma position, parce qu'en fait, on ne sait pas si est-ce que ça a été pris en compte, qu'est-ce que je dois faire maintenant, est-ce que je dois avancer, vous, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous aimeriez en tout cas euh, supprimer ou en tout cas voir autrement. Parce que la vraie réponse, au final, c'est pas comment être plus performant. La vraie question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de l'être déjà? Et c'est comme ça qu'il faut que l'on tourne notre mental. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Il ne faut pas incriminer les autres ou les faits, ça sert à rien parce que ça ne fait pas avancer. Mais c'est reposer le problème d'une manière différente, et je dirais quasiment à l'envers. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a répondu à cette question? C'est comment on supprime les obstacles. Les entreprises les plus performantes, ce ne sont pas forcément les plus rapides, ce sont celles qui ont supprimé les obstacles. Elles ont su simplifier, elles ont su clarifier, elles ont su fluidifier. Et, excusez-moi, la performance ne vient pas de la pression non plus. On voit beaucoup trop, enfin je vois beaucoup trop d'organisations qui sont sous pression. En fait, cette pression, elle est mauvaise. Il faut mettre en place une certaine fluidité qui va amener moins de fatigue, plus d'engagement, une meilleure performance et également moins de turnover. C'est ça que l'on cherche quand on veut mettre en place une politique, une philosophie de néo-urbanisme RH et qu'on va travailler sur les routes RH. Les effets de la fluidité, eh bien, c'est une organisation qui va être plus performante. Et comme je vous le disais, c'est vraiment celle où l'on circule mieux. On n'engage pas les gens en les poussant, on les engage en leur permettant d'avancer tout simplement dans une ambiance beaucoup plus agréable. Et alors, pour terminer, si on devait passer à l'action, je vous dirais que votre rôle, c'est pas de faire plus ou de faire avancer plus vite, c'est de permettre de mieux circuler. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que dès lundi, on est vendredi, donc dès lundi, eh bien, essayez d'identifier vos bouchons ou les bouchons dans votre structure, dans votre service, dans votre organisation. Essayez de trouver comment simplifier une règle, pas 50, une règle, quelque chose, simplifier quelque chose qui vous pose problème. Comment choisissez une route, une des 5 routes, choisissez une des 5 routes. Essayez de mettre en œuvre une route, simplifier une route, simplifier une règle dans cette route-là, identifier un bouchon
et essayez de proposer, soit vous-même, soit vous proposer cette simplification, comment fluidifier ce bouchon. Et le rôle des RH, des managers et de la direction, ce n'est pas d'accélérer, je vous le redis, c'est de permettre aux équipes de circuler sans se heurter. On n'a pas besoin de tout transformer. Vous avez juste besoin de fluidifier un point stratégique. On tire un fil, le reste viendra. On change un point, mais on le change vraiment. Alors, en quoi moi je peux, pour terminer, en quoi moi je peux vous aider? Eh bien, déjà, si ce que j'ai partagé là précédemment, avec vous, vous parle, mon rôle, c'est vraiment de vous aider à remettre de la fluidité là où ça coince. Très concrètement, je peux vous accompagner sur 3 niveaux. D'abord, poser un diagnostic clair, voir ce que vous ne voyez pas forcément. Ensuite, remettre des règles simples pour redonner de la lisibilité et de la fluidité. Et enfin, structurer des parcours qui engagent vraiment dans la durée. Toujours avec une approche très pragmatique. Je vous l'ai dit au début, j'ai horreur du gâchis, mais vraiment. Et donc, je vais vraiment chercher des solutions qui soient adaptées à la structure, quelle qu'elle soit, privée ou publique, essentiellement de taille humaine, donc entre 10 à 300 personnes. Et je vous propose, si vous cliquez sur le bouton de Call to Action qui est sur votre interface, je vous propose un mini diagnostic de 30 minutes que je vous offre. Donc, vous cliquez, je vous rappellerai et on prendra un rendez-vous ensemble pour déterminer une date pour que je puisse vous faire ce petit diagnostic qui est soit personnel, hein, soit c'est pour vous débloquer quelque chose à titre personnel, soit c'est à votre convenance pour le collectif. Si mon webinaire vous a plu, vous allez recevoir, ou pas d'ailleurs, vous allez recevoir à l'issue du webinaire comment s'appelle, un widget, je crois, de notes où vous allez pouvoir me noter le webinaire. Et vraiment, je vous invite à noter et à commenter parce que moi, ça me sert également pour proposer de nouveaux webinaires, pour progresser moi-même dans ce que je propose. Donc, n'hésitez pas à me noter et à commenter en fait votre note. Mes prochains webinaires, donc au mois de mai, on se retrouve au mois de mai. Ce sera avec Hélène Brossier-Martiquet, qui elle est une créatrice de team building à visée RH. Évidemment, elle peut faire des team building, soirée cabaret, j'en sais rien moi, laser game ou je ne sais quoi. Mais en fait, moi, je travaille avec elle parce que l'on a monté ensemble une formation qui intègre des team building qui ont pour intérêt de faire prendre conscience aux stagiaires de ce qu'ils apprennent durant la formation que moi je donne. Donc c'est vraiment une visée RH plus que temps ludique. Donc ça, c'est le 19 mai et au mois de juin, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, j'ai ce webinaire sur l'onboarding parce que les 10 premiers jours, vraiment les 10 premiers jours de l'onboarding, ça change tout. Et si votre processus d'onboarding est bien ficelé, quelqu'un qui est engagé à fond les 10 premiers jours, il lâche plus. Évidemment, faut-il encore que la personne convienne à l'employeur. Mais en règle générale, si on a pris le temps de recruter un profil, ce que l'on appelle aujourd'hui un talent, c'est pas parce qu'on a envie qu'il s'en aille dès les premiers mois. Je vous rappelle le coût terrible et de la perte finalement économique que peut représenter quelqu'un qui s'en va durant sa période d'onboarding. J'espère en tout cas avoir répondu. Alors, je regarde les questions s'il y en a. Je n'en vois pas. Sécuriser. Alors, je vois dans les rétention des talents.
Oui, donc l'onboarding. Bah, vraiment, Charlotte, je vous invite à venir sur au webinaire du 5 juin qui sera beaucoup plus axé onboarding, donc il répondra certainement beaucoup plus à votre sujet. Alors, développer la marque employeur, je fais des webinaires dédiés à la marque employeur. Donc, là, j'en ai pas dans les prochaines semaines, mais ça va revenir. Même chose, Mélanie, hein, je vous invite à regarder souvent notre programme parce que la marque employeur, c'est quelque chose de très, très particulier qu'il ne faut surtout pas confondre avec la communication interne. Ce sont des moyens différents, des supports différents, des sujets différents. Et l'objectif de la marque employeur est différente également de la communication interne et des sujets donc que j'ai évoqués là. Donc du coup, j'étais pas forcément en phase avec votre besoin a priori. Euh, Mobiliser les périodes de changement, fidéliser les effectifs, sécuriser la marque employeur. Vous avez plein de sujets marque employeur. Et donc du coup, je vais remettre, vous voyez, du coup, en voyant vos commentaires, je vais m'activer pour remettre un sujet marque employeur très très rapidement. Merci Fatima, merci à vous. Je voudrais pour une prochaine réaction, action et discussion avec la direction qui bloque parfois avec les RH. Ok, d'accord. Bah, je vais réfléchir à comment traiter ce. Alors, vous pouvez pas me répondre hélas, mais j'ose pas dire je, Nores. Je suis désolée, je dois prononcer abominablement. Vous devez être mort de rire. Mais je vais réfléchir à un sujet de ce type-là pour une prochaine session. Image de la ville embrouillée. Merci beaucoup, Christelle. Mais ça, cette image-là, finalement, vous pouvez vraiment l'utiliser aussi en interne, la porter en interne. Hein. Vous pouvez vous amuser. Allez sur ChatGPT ou sur un autre Claude ou Claude, c'est assez génial. Je sais pas où ça en est Claude sur en termes d'IA sur la génération d'images, mais enfin moi les images que je vous ai montrées là hein, sur la ville, je les ai faites avec ChatGPT. En fait, vous faites un prompt en expliquant mais mettez des choses qui coincent dans votre entreprise. Faites des mini affiches, une idée qui me vient comme ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais essayez de faire des mini-affiches, ne serait-ce que des A4, avec des points bloquants dans votre entreprise que vous avez identifiés et vous demandez à ChatGPT de vous faire en fait une image de ville bloquée par vos points bloquants. Et d'abord, ça peut être amusant. Bon, il y en a qui peuvent vous dire, bah, ça y est, les RH, ils ont vrillé. C'est pas grave. L'idée, c'est de déclencher une émotion, déclencher une action derrière, une réflexion, quitte à ce que les gens viennent vous voir et vous dire et pourquoi t'as affiché ça à côté de la machine à café quoi c'est débile, je vois pas du tout là où tu veux en venir. Et là, vous pouvez rebondir et créer une ouverture dans un bouchon. En fait, moi, mon sujet, c'est vraiment aider par la créativité à vous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. Mais la discussion, l'échange, c'est déjà une ouverture qui va vous permettre d'avancer, de décompresser, de décompenser des situations qui peuvent être parfois, enfin, c'est lourd, quoi. Des fois, les RH, on est dans des situations pas drôles. Donc, utilisons aussi tout ce que l'on a à portée de main pour avancer. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Alors, non, je l'ai pas mis, j'ai pas été maligne, là, j'ai pas mon truc LinkedIn à portée de patte. Mais vous me mettez Corinne Diemânche et donc je suis sur LinkedIn et je vous accepterai avec grand plaisir dans mon réseau. Et puis, on pourra continuer à échanger. Ou sinon, vous m'envoyez des emails et je réponds à tous mes emails. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes. Bon appétit. C'est bientôt l'heure. Décompressez pendant la pause déjeuner et surtout passez un merveilleux week-end. Merci. Merci encore. À bientôt. Au revoir.